Je vais essayer de vous présenter en gros le résultat donc, de ce guide. Donc, ce guide il est téléchargeable sur le site du Défenseur des droits. Le Défenseur des droits, c'est la nouvelle version en fait de la HALD. D'accord ? C'est-à-dire que dans le Défenseur des droits, il y a la HALD, il y a aussi le Défenseur des enfants, le Médiateur de la République, etc. D'accord ? Donc c'est cette institution-là. Pourquoi c'est un guide qui est publié par le Défenseur des droits ? Tout simplement parce que c'est un guide qui est le résultat d'un groupe de travail qui a donc travaillé pendant 3 ans, que Rachel Silveira et moi avons coordonné. Et au sein du Défenseur des droits, Marie Baker y a également beaucoup travaillé. Groupe de travail dans lequel étaient réunis à la fois des juristes donc du Défenseur des droits, mais aussi des syndicats salariés. Le MEDEF était bien sûr convié, n'a pas voulu venir à nos séances de travail. Des avocats, mais aussi les institutions du type l'ANACT, la DGT, donc c'est la Direction Générale du Travail qui a un petit peu participé. Bref, toute une série d'institutions et les partenaires sociaux. C'est important de dire ça, c'est pas un travail uniquement de chercheurs, absolument pas, c'est vraiment de la recherche-action. C'est-à-dire, l'objectif, c'était que Rachel Silveira et moi, on travaille sur ce sujet depuis 10-15 ans, et Rachel même avant moi, et on était arrivé au bout, en fait, de notre réflexion, avec nos petites têtes seules, et on s'était dit qu'il fallait vraiment s'ouvrir, en fait, aux partenaires sociaux et aux acteurs du marché du travail et des luttes contre les discriminations pour faire avancer, en fait, le travail et rendre un guide dont l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser eh bien, à la fois l'ensemble des femmes salariées, mais aussi les syndicats dans les entreprises, les avocats, les juges prud'homaux, etc., sur la question. Voilà, donc un peu pour l'origine de ce guide. Alors, comme Clémence l'a dit, en fait, quand on parle des inégalités de salaire, on a toute une série de facteurs qui expliquent, voire justifient, entre guillemets, les écarts salariaux entre femmes et hommes. Quand on reste sur cette analyse des écarts salariaux entre femmes et hommes, le réflexe, c'est de penser les inégalités de salaire, entre guillemets, avec le principe juridique de base, qui est à travail égal, salaire égal. Ce principe à travail égal, salaire égal, c'est un principe qui n'est pas spécifique à l'égalité salariale femmes-hommes. C'est un principe d'égalité de traitement. Et donc, c'est un principe qui s'applique entre hommes, entre femmes. C'est le principe d'égalité de traitement. Donc souvent on s'arrête là et on dit eh bien l'égalité de salaire entre femmes et hommes ça doit être à travail égal, salaire égal. Et donc ça doit être dans des situations complètement identiques, il faut qu'il y ait salaire égal. Ah ben oui, un minimum quoi. On se dit d'accord, bon oui ça c'est la base. En effet, à situation complètement identique, il faut qu'il y ait égalité de salaire. Oui, sauf que c'est très compliqué d'avoir des situations complètement identiques. Pourquoi c'est très compliqué ? Parce que, justement, existe dans les entreprises et sur le marché du travail ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle. C'est-à-dire que le fait que femmes et hommes n'occupent pas les mêmes emplois. Même si dans une entreprise, on a des hommes et des femmes, eh bien, ils n'occupent pas les mêmes emplois. Même si les femmes, aujourd'hui, sortent plus diplômées du marché du travail, la ségrégation persiste. Les femmes sont plus concentrées dans certains types de métiers et les hommes dans d'autres types de métiers et sont d'ailleurs moins concentrés, ils sont plus diffusés dans les emplois. Les femmes sont très concentrées dans très peu de métiers. La moitié des femmes occupent que 12 métiers. D'accord ? Donc c'est très peu. D'accord ? Donc les femmes sont très concentrées dans très peu de métiers. Et cette ségrégation professionnelle fait que c'est très rare de pouvoir se comparer à tout pareil, d'accord ? C'est-à-dire d'avoir des situations où, en effet, femmes et hommes occupent le même emploi
et ne touchent pas le même salaire. Alors, ces situations de discrimination salariale, elles continuent d'exister, elles se raréfient globalement, et puis elles sont plutôt faciles à porter au prud'homme. D'accord ? Donc moi, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est l'autre principe de l'égalité de salaire. C'est-à-dire que le droit du travail, depuis 1972 en France, donc ce dont je vous parle, ce n'est pas juste hier, là, depuis 1972, le principe d'égalité salariale entre femmes et hommes, il ne dit pas simplement à travail égal, salaire égal, il dit aussi qu'il faut qu'il y ait un salaire égal pour un travail de valeur comparable. Et donc, depuis 1972, le législateur, en fait, avait compris que il fallait qu'il y ait l'égalité salariale pour des emplois éventuellement différents, mais jugés de valeur égale. Et donc, depuis 1972, le législateur dit, en fait, on peut dépasser le problème de la ségrégation, d'accord, et imposer l'égalité salariale pour des emplois en comparant des emplois à prédominance féminine, très féminisés, et des emplois très masculinisés. Si ces emplois ont la même valeur, il doit y avoir égalité de salaire. Donc ça, on pose ce principe-là en 1972. En 1983, la loi Raudy dit même comment on fait. C'est-à-dire que la loi Raudy dit, pour mesurer la valeur, pour comparer les emplois, pour mesurer la valeur des emplois, on va utiliser certains critères. Et si ces critères sont comparables entre emploi à prédominance féminine et emploi à prédominance masculine, il faut égalité de salaire. Alors, quels sont ces critères ? Par exemple, un ensemble comparable de connaissances, d'accord, des savoirs. Un ensemble comparable de capacités professionnelles. Ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui les savoir-faire, d'accord ? Un ensemble comparable de responsabilités et un ensemble comparable de, avec les mots de 83, de charges physiques ou nerveuses. Et donc le législateur, il dit, s'il y a comparabilité de niveau de connaissance, de capacité professionnelle, de responsabilité de charges physiques ou nerveuses, alors ces emplois sont comparables et il doit y avoir égalité de salaire. Ça, c'est 83. D'accord ? Et pendant des années, le juge, entre guillemets, a refusé d'appliquer ce principe. C'est-à-dire qu'on a de la jurisprudence, ou même ce qui n'arrive même pas en jurisprudence, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau des prud'hommes, où le juge dit, non, les emplois sont différents, on ne peut pas parler d'égalité de salaire à partir du moment où les emplois de monsieur et madame sont différents. Et ça, on a une jurisprudence comme ça qui va répéter un peu ça. Et encore très récemment, j'ai une amie avocate au prud'homme qui me dit, j'ai plaidé une affaire et les juges ont dit, les emplois sont différents, on ne compare pas. Donc c'est quelque chose qui reste, d'accord ? Il y a une vraie méconnaissance de ce principe qui date de 72 et qui a été défini en 83. Alors, les choses, on a des petites choses qui font un peu évoluer et surtout, on a un arrêt qui va véritablement bouleverser la situation et qui date de 2010, d'accord ? 83, 2010. Alors, il n'y a pas rien eu entre 83 et 2010, mais il y a eu des choses. Il y a eu peu de choses, vraiment peu de choses. En 2010, une affaire est statuée. En juillet 2010, une responsable des ressources humaines d'une grosse PME demande l'égalité salariale en se comparant au directeur financier de sa PME et au directeur commercial de la PME. Parce que là aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que si on fait à tout pareil, il y a des emplois où il n'y a qu'un emploi dans l'entreprise. Alors, comment on fait ? D'accord ? Alors, bien sûr, le droit, il est quand même plus malin. Il dit on peut comparer avec le poste d'avant, on peut comparer avec la personne sera recrutée après, mais ça reste plus compliqué. Là, cette RRH, elle se compare. Elle dit, elle veut se comparer avec le directeur commercial et le directeur financier de l'entreprise.
Et le juge dit « chiche, on y va ». Comparaison. Et donc, il y a tout un travail qui dure des années où les avocats vont rentrer dans le détail. Alors, c'est quoi le niveau de diplôme de cette responsable des ressources humaines? C'est quoi combien de personnes elle gère? Quel budget elle gère? Est-ce qu'elle siège au conseil d'administration conseil de direction de la PME? Quel stress elle a à supporter? Bref, ils prennent tous les points. Et ils font pareil avec le directeur commercial et le directeur financier. Et le juge statue à égalité de rémunération. D'accord? Donc, il y avait un gros écart de salaire. Et donc, le juge statue à égalité salariale pour des emplois différents et jugés de valeur égale. Et le juge dit même quelque chose de très important. Il dit, c'est pas parce que l'emploi de responsable des ressources humaines n'est pas, entre guillemets, cœur de métier, n'est pas directement relié au chiffre d'affaires, qu'il n'a pas la même valeur que les autres emplois, parce que sans cet emploi-là, eh bien, les autres ne pourraient pas travailler. Et donc, le juge porte une conclusion qui vraiment fait un bien fou au sujet, parce que commence à dire, eh bien voilà, des emplois qui peuvent être considérés comme support, moins importants par rapport à la contribution au chiffre d'affaires, à la technicité de l'entreprise, etc., peuvent être de valeur égale avec les autres emplois. Et donc ça, c'est une jurisprudence importante qui vraiment, qui a fait du bruit. Hein. Les entreprises ont commencé un peu à s'inquiéter. Et c'est vraiment un élément, c'est vraiment une belle jurisprudence. Alors, ce niveau d'analyse, il est intéressant, mais il reste à un niveau individuel, d'accord? C'est-à-dire que ce sont des plaintes individuelles, et les salariés, femmes, portent plainte et disent, ben voilà, il y a soupçon d'inégalité de salaire en se comparant avec des emplois masculinisés. C'est au niveau de la plainte individuelle. Alors, moi, j'encourage beaucoup à développer les plaintes individuelles sur le sujet, d'accord? Parce que je pense qu'il y a besoin de renforcer la jurisprudence sur le sujet, et le défenseur de droit aujourd'hui est très formé à ce sujet, et donc les femmes peuvent être accompagnées dans leur saisine sur ces questions-là. Mais nous, on s'est dit, c'est très bien au niveau individuel, mais il y a un enjeu qui est de passer à un niveau collectif, c'est-à-dire de passer à un niveau de revalorisation globale, d'accord, des emplois à prédominance féminine, et pas simplement le cas de Madame, donc elle s'appelait Madame Bastien RRH dans cette PME, qui a réaugmenté ses salaires, d'accord, par rapport à ses collègues. L'objectif, c'était de passer à un niveau collectif. Et si on passe à un niveau collectif, à ce moment-là, il faut qu'on touche à ce qu'on appelle les grilles de classification. Alors, dans les entreprises et dans les branches professionnelles, les salaires sont déterminés par ce qu'on appelle des grilles de classification. C'est-à-dire qu'il y a des grilles de hiérarchie des salaires, et ces grilles de hiérarchie des salaires reposent en fait sur l'évaluation des emplois. Les emplois sont évalués, on attribue une valeur, une cotation aux emplois, et en fonction de cette valeur des emplois, on a un salaire de base. Donc, alors ça, c'est quand c'est fait au niveau de l'entreprise, en gros, c'est la prérogative des cabinets de consultants, d'accord, et de la direction de l'entreprise. Et quand c'est fait au niveau des branches, c'est la prérogative de la négociation collective. Les syndicats salariés négocient avec les syndicats employeurs de la branche la hiérarchie des emplois et donc la hiérarchie des salaires. Et donc, on voit bien que c'est là que c'est compliqué, parce que on va venir, nous, remettre en cause un compromis social. Le fait que, pendant des années, les syndicats salariés et les syndicats employeurs, ils se sont mis d'accord pour que responsable des ressources humaines, ça soit tel salaire, et directeur financier, ce soit tel autre. D'accord? Ou que assistante de direction, ça soit tel salaire, et logisticien, ça soit tel autre.
Et donc, on arrive comme ça et on dit, ah non, non, le compromis social, en fait, il est peut-être discriminatoire. C'est très compliqué de porter ça, d'accord? Parce que un compromis social, ça se fait en dentelle, on s'étend un petit peu ça, et puis on obtient un petit peu ça, et puis surtout, on se met d'accord, et donc on ne va pas remettre en cause un accord comme ça, avec d'un côté quand même, voilà, les syndicats salariés et les syndicats employeurs, quoi. Eh bien si. Alors, eh bien si, on va chercher à remettre en cause ces fameuses grilles de classification. Et les syndicats commencent à s'ouvrir à la question. Un point important, il y a eu un accord national interpro en 2004, qui a été signé par l'ensemble des organisations, l'ensemble des partenaires sociaux. Donc, tout le monde a signé, hein, c'est super rare. Donc, en 2004, il y a eu un accord national interpro, tout le monde a signé. Et c'est un accord national interpro sur l'égalité professionnelle et salariale, qui était le premier grand accord national interpro, qui est un très bel accord d'ailleurs. Et dans cet accord national interpro, tout le monde signe un article qui est de dire, eh bien, il faut réviser les grilles de classification. Parce que peut-être que ces grilles de classification génèrent des biais venant sous-valoriser les emplois à prédominance féminine. Donc là, on se dit, super, d'accord, les syndicats commencent à se dire, eh bien, peut-être que. Bon, suite à ça, rien. D'accord, voilà. Aujourd'hui, ça, le sujet est relancé. Alors, le guide a relancé le sujet, et puis, on avance. Dans le projet de loi égalité porté par Najat Vallaud-Belkacem, le sujet est remis un peu en avant, avec en plus en contraignant les employeurs à sortir des données statistiques sur le sujet. Donc ça, l'air de rien, c'est hyper important. Et puis, la négociation qui a eu lieu donc en septembre dernier sur qualité de vie au travail, qui est la grande négociation avec les partenaires sociaux, qui, elle, n'a pas été signée par tout le monde, eh bien, relance le sujet en disant « il faut qu'on fasse un groupe de travail, nous, les partenaires sociaux, sur le sujet ». Et la ministre, avec notamment le Conseil supérieur à l'égalité pro, remet aussi en avant et force un peu les partenaires sociaux à monter ce groupe de travail, à tirer des conclusions de ce groupe de travail en disant un peu, voilà, il faut avancer sur le sujet. Donc, actuellement, on a une actualité qui bouge sur le sujet et le contexte est plutôt favorable à cette conscientisation. C'est pour ça qu'une campagne maintenant, je pense que c'est le bon moment parce que on n'a jamais été aussi ouvert, entre guillemets, au sujet. Donc, alors après, l'idée c'est comment on fait. Parce qu'une fois qu'on a des grilles de classification, une fois que les syndicats se disent « oui, peut-être qu'on peut essayer de réviser nos grilles de classif », il faut réfléchir à comment ça se passe. Alors l'idée, en fait, la méthode qui est portée par le guide, dans un premier temps, c'est de déconstruire la manière dont on évalue les emplois actuellement. Et pourquoi ? Parce qu'on a des grilles de classification, et c'est ça le piège, qui semblent neutres. C'est-à-dire, quand vous ouvrez une grille de classification, nulle part c'est marqué « assistant de direction, c'est payé moins bien que logisticien ». Nulle part. Ou nulle part est écrit les responsabilités occupées par les femmes dans les emplois valent moins que les responsabilités occupées par les hommes dans les emplois. Bien sûr que tout ça, il n'y a rien de tout ça. Donc, ce qui est compliqué, c'est de mettre en évidence des biais discriminants sur des méthodes qui semblent très compliquées, très techniques. Ça, c'est le jeu aussi d'une apparente scientificité de ces méthodes pour les rendre un peu intouchables. Et donc, de montrer qu'il y a des biais discriminants, alors que ces pratiques semblent apparemment neutres. Et donc, on a fait tout un travail de déconstruction des critères qui sont utilisés pour évaluer les emplois.
parce que donc on retrouve très souvent les mêmes critères pour évaluer les emplois. Donc on évalue les emplois en fonction du niveau de connaissance, des responsabilités, du degré d'autonomie, de la contribution de l'emploi au chiffre d'affaires, de la résolution des problèmes dans l'emploi, bref, tout un tas de critères qu'on utilise pour dire si l'emploi, il a plus ou moins de valeur. D'accord ? C'est comme ça qu'on fait. Donc dans un critère, par exemple le critère responsabilité, on dit ben voilà, donc la responsabilité c'est défini comme ça, comme ça. Il y a plusieurs niveaux. Alors soit on n'a aucune responsabilité, d'accord ? C'est-à-dire que on reçoit, on ne prend pas en charge des décisions auprès d'autres personnes, etc. Jusqu'à un peu plus de responsabilité, un peu plus, jusqu'à le plus haut niveau de responsabilité, qui est que par exemple on élabore la stratégie de l'entreprise. D'accord ? Et à chaque niveau, on donne des points. D'accord ? Et les emplois, et on dit, ben voilà, alors l'emploi de logisticien sur responsabilité, il a tant de points. Et l'emploi d'assistante de direction sur responsabilité, il a tant de points. Et on fait ça avec tous les critères. Au total, on fait l'addition et on a la valeur de l'emploi. D'accord ? Et cette valeur de l'emploi, c'est ce qui donne le coefficient hiérarchique. Et le coefficient hiérarchique, c'est la première ligne sur votre fiche de paye. D'accord ? C'est-à-dire que c'est le petit numéro où il y a marqué 950 machin et à côté il y a convention bidule. Et ça détermine votre salaire de base. Et donc, on se dit, ben voilà, ça veut dire qu'il faut prendre tous les critères, il faut prendre le critère connaissance et dire, ben voilà, est-ce que quand on applique le critère connaissance aux emplois très féminisés et aux emplois très masculinisés, est-ce que ça sous-valorise les emplois très féminisés ? On prend le critère responsabilité et on fait pareil. On dit, est-ce que ça juge de manière équitable les deux types d'emplois ou est-ce que ça biaise l'évaluation de ces emplois ? Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a pris les grandes méthodes d'évaluation qui existent. Donc, il existe la méthode, ce qu'on appelle la méthode HAY, H-A-Y, qui est la méthode portée par tous les cabinets de consultants, qui est une espèce de chasse gardée. C'est comme la recette Coca-Cola. C'est un truc de consultants. Et on est allé décortiquer la méthode HAY. Et puis, on a pris des exemples de branches. On a travaillé sur la branche de la grande distribution, sur la branche des sociétés d'assurance, etc. Et on est allé, comme ça, décortiquer des méthodes. Et alors, qu'est-ce qu'on en conclut ? Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, sur les critères, voilà ce que nous, on propose et les biais qu'on met en évidence pour évaluer de manière non discriminante les emplois. Par exemple, sur le niveau de qualification, eh bien, il est très important, par exemple, que le niveau de diplôme, le niveau de formation demandé pour occuper un emploi soit très précis. Pourquoi ? Parce qu'on a vu, par exemple, des grilles où il n'y avait aucune référence au diplôme. Et dès qu'il n'y a aucune référence au diplôme, c'est souvent très associé à un phénomène de déclassement dans les emplois les plus féminisés, parce que la fiche de poste est beaucoup plus floue dans ces emplois-là. Et donc, il y a un déclassement des diplômes plus important. On a vu aussi des critères, parce que souvent, c'est marqué sur la qualification, c'est marqué connaissance, diplôme, et ou équivalent en expérience. Alors, le équivalent en expérience, il n'est jamais défini. Donc, quelle expérience compte ? L'expérience dans le même emploi ? L'expérience à temps plein, ça compte pareil que l'expérience à temps partiel ? L'expérience dans une autre filière, ça compte pareil ? Bref, il y a toute une réflexion sur quelle expérience compte. Et dans ce critère connaissance, en gros, on porte un conseil qui est, il faut être très précis parce que dès qu'il y a un flou, on a vu qu'il était défavorable aux emplois à prédominance féminine. D'accord ? C'est-à-dire qu'il donnait lieu à interprétation. Et là, tous les stéréotypes des emplois revenaient. Et c'était préjudiciable à la valorisation des emplois. Après, il y a des critères du type le niveau de complexité de l'emploi. Et là, par exemple, on dit, ben voilà, là, par exemple, il faut reconnaître tous les types de technicité. Ça fait partie des critères, la technicité de l'emploi. C'est-à-dire quelles sont les techniques utilisées pour occuper l'emploi. Et est-ce que ces techniques sont très complexes, et donc à ce moment-là, ça vaut beaucoup de points,
Ou est-ce que c'est des techniques très basiques, de répétition? Et là, ça ne vaut pas beaucoup de points. Et on s'est dit, par exemple, dans les techniques eh bien, il n'y a jamais, par exemple, le relationnel n'est pas considéré comme une technique. Donc le relationnel, soit il est mis dans un critère à part, et là on se dit, voilà, c'est le critère pour les nanas. Soit il n'existe pas. Ou alors il est valorisé uniquement pour les commerciaux, parce qu'il est assimilé au chiffre d'affaires. Et donc, on porte quelque chose qui est de dire, il faut que dans les techniques reconnues, il y ait les techniques du relationnel. Le relationnel, c'est technique. Ça, c'est une revendication ancienne, hein, de dire le relationnel, c'est technique. Il faut que les techniques administratives soient reconnues comme des techniques. Il faut que les techniques organisationnelles soient reconnues comme des techniques. Il y a toute une série de techniques qui ne sont pas aujourd'hui reconnues et qui vont être assimilées, en fait, à des qualités innées chez les femmes. D'accord ? Le relationnel, c'est quand même un truc de nana. D'accord ? Donc, ce n'est pas une technique qui s'acquiert, ce n'est pas une compétence professionnelle, ça n'a pas raison d'être valorisé dans le salaire de l'emploi. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on cherche à faire reconnaître. On dit aussi tous les critères de résolution de problèmes. Si parmi vous, il y a des personnes qui travaillent en entreprise, la résolution de problèmes, c'est le critère super à la mode en GRH. Donc il faut résoudre des problèmes et on est évalué sur sa capacité à anticiper et résoudre les problèmes. Eh bien, ces critères de résolution de problèmes, ils évincent aussi certains types de problèmes. Les problèmes répétitifs, d'accord ? Les problèmes répétitifs en partie, et ils évincent aussi tous les problèmes en fait liés au conflit. Résoudre un conflit, c'est pas lié à la personnalité du titulaire de l'emploi. Résoudre un conflit, c'est une technique de résolution de problème. Et donc, là aussi, il y a un vrai travail pour améliorer ce critère-là. Il y a un autre critère qui est le caractère multidimensionnel d'un emploi. C'est-à-dire ce qu'on s'est aperçu, c'est que les emplois à prédominance féminine, contrairement aux emplois à prédominance masculine, c'était des emplois très mal décrits. C'est des emplois fourre-tout. C'est des emplois où on a une variété de tâches immense. D'accord ? Et on est interrompu tout le temps et on passe d'une tâche à l'autre. C'est les emplois un peu électroménagers, quoi. C'est-à-dire qu'on sait tout faire. Les emplois à prédominance masculine, ils sont très précis. Il y a un lien avec un diplôme. Il y a un lien avec une technique, avec un service en particulier. Et on ne déroge pas. Il y a une fiche de poste qui est négociée, c'est carré. Les emplois à prédominance féminine, c'est de tout. Et même, on a fait des monographies avec Rachel Silveira, où on comparait, dans une institution, les assistantes de gestion, et on les comparait avec un emploi qui était placé au même niveau, qui était en fait tous les emplois liés au service interne de logistique, reprographie, etc. Et les fiches de poste dans ces emplois liés à la reprographie, à la logistique, à la maintenance du matériel de l'organisation, c'était des emplois très précis. C'est-à-dire que j'ai tel diplôme, je sais utiliser telle technique, et je travaille pour tel service dans tel horaire. Bien précis. Les emplois d'assistante de gestion. Alors là, chaque titulaire avait une fiche de poste différente, entièrement personnalisée. Sur le même emploi, on trouvait des bacs pro qui avaient 25 ans de maison, entre guillemets, qui faisaient de la comptabilité ou du secrétariat, et des bacs plus 4 qui créaient des tableaux de bord en anglais. D'accord ? Et la bac plus 5, on disait quand même, et elle me disait non, c'est super comme ça, en plus j'adapte mon poste à mon savoir-faire. Et on me disait, ouais, c'est super, mais ça reste assistante de gestion classée à tel niveau, tel salaire de base. Et donc, les emplois à prédominance féminine, et parfois c'est très compliqué parce que les femmes, elles trouvent que c'est super que ce soit comme ça, parce qu'elles peuvent faire évoluer leur emploi, elles s'adaptent, elles travaillent avec plein de personnes différentes, elles trouvent que c'est super. Et donc, aller revendiquer, revendiquer quoi ? C'est intéressant pour moi. Et oui, c'est intéressant, mais c'est pas reconnu.
Et donc, il y a tout un travail sur la reconnaissance du caractère multidimensionnel de l'emploi, qui n'est pas de la polyvalence. Parce que la polyvalence, dans l'industrie, dans les métiers masculinisés, c'est reconnu. C'est le changement d'emploi. Et c'est reconnu. Là, c'est le changement permanent de tâches, d'activités au sein du même emploi. Et ça, c'est absolument pas reconnu. Alors, ça demande des capacités d'adaptation très importantes et qui n'existent pas. Après, par exemple, il y a le critère responsabilité. Alors, le critère responsabilité, il est toujours défini en fonction du budget qu'on gère. D'accord ? Donc, soit le budget qu'on gère, soit le nombre de personnes qu'on encadre. Et pas qu'on encadre, pas qu'on anime, chez qui on est chef. D'accord ? Donc, toutes les responsabilités d'animation d'une équipe, de transmission des savoir-faire, d'organisation du travail de l'autre, toutes ces responsabilités donc fonctionnelles et de coordination n'existent pas. Les responsabilités envers les personnes, qui ne sont pas des responsabilités hiérarchiques, mais les responsabilités du fait de prendre soin de personnes plus fragiles, ou donc envers, je sais pas, envers des enfants, envers des personnes fragilisées, toute une série de responsabilités aussi je suis responsable de l'image de mon entreprise. Les commerciaux, ils portent leur entreprise, c'est valorisé. L'hôtesse d'accueil, elle porte son entreprise. Mais elle porte son entreprise parce qu'elle est jolie, souriante et elle a 25 ans. D'accord ? Ce n'est pas une compétence professionnelle. Donc, la responsabilité de l'image de l'entreprise n'est pas reconnue de la même façon. Donc, il y a toute une réflexion sur les responsabilités. Et puis, enfin, on a constaté que toutes les méthodes d'évaluation, les grilles de classification, ne prenaient absolument pas en compte un des critères de la loi Roudy. C'est-à-dire que les charges physiques ou nerveuses n'existent dans aucune grille de classification, aucune méthode d'évaluation. Or, et ça a créé un vrai débat. Quand on en parlait avec les partenaires sociaux, ils nous disaient, mais c'est normal, parce que si on commence à mettre les conditions de travail dans le salaire, eh bien, on entérine les conditions de travail et nous, on ne peut plus militer pour l'amélioration des conditions de travail. D'accord ? Parce que l'objectif, c'est que les conditions de travail, elles ne restent pas mauvaises. D'accord ? Et donc, si on les intègre dans le salaire, une fois que c'est dans le salaire, c'est fini. Hein, là, on ne va pas baisser les salaires quand il n'y a plus la condition de travail. Et donc, c'était assez compliqué. Et on a quand même obtenu... aujourd'hui, le guide sort en disant il faut que l'évaluation non discriminante porte ce qu'on appelle, alors non pas des conditions de travail, mais ce qu'on appelle les exigences organisationnelles. C'est-à-dire que le fait que, eh bien, l'organisation du travail, c'est-à-dire l'environnement physique, le fait de travailler dans un environnement humain, par exemple, bruyant, dans donc l'environnement de travail, l'organisation du travail, la temporalité du travail, l'environnement plus ou moins violent du travail, tout ça, ça demande aux salariés de développer des compétences pour faire face à cette organisation. Et ça, c'est des compétences professionnelles. C'est-à-dire qu'on a vu, enfin, travailler en emploi direct de guichet dans un, je sais pas, dans un service de poste, etc., dans un quartier sensible, compliqué, etc., c'est une forme de condition de travail qui demande de développer des compétences particulières pour bien occuper son emploi. Donc, ce n'est pas en plus de l'emploi, c'est si je n'ai pas ces compétences-là, je ne sais pas bien faire mon boulot. Donc, ça doit être intégré dans la valeur de l'emploi. Et donc, voilà, on porte tout un tas d'éléments sur des exigences physiques. Pareil, et là, il y a eu de la jurisprudence rigolote et ancienne, que vous connaissez peut-être. Il y a eu des ouvrières, il y a plusieurs années, qui, dans une entreprise qui triait, qui collectait et triait et enveloppait des champignons, des petits champignons de Paris. En fait, il y avait des emplois donc différents. Il y avait des emplois le long de la chaîne, des emplois de bout de chaîne. Et le long de la chaîne, c'était des niveaux de qualification de l'emploi pareils, identiques, pardon. Et
les postes le long de la chaîne, c'était des ouvrières qui triaient comme ça les champignons très très vite, qui retiraient les mauvais, qui les triaient, qui les mettaient dans des petites barquettes. Vous savez, les petites barquettes bleues là qu'on achète au supermarché, voilà, qui les mettaient dans les petites barquettes. Et les petites barquettes, elles passaient dans la seconde chaîne. Ces petites barquettes, elles étaient mises dans une grosse cagette en bout de chaîne, et la grosse cagette, elle était portée d'un point A à un point B. Et les postes de bout de chaîne, c'était des hommes. Et les postes le long de la chaîne, que des femmes. Et il y avait une prime de pénibilité dans cette entreprise. Et la prime de pénibilité ne disait pas « on donne la prime aux hommes ». La prime de pénibilité disait « en fonction de la mesure de la pénibilité qui est le fait de porter des poids lourds, voilà, on compense cette charge avec cette prime ». Et les ouvrières ont porté plainte en disant « mais attendez, nous à la fin de la journée, en fait, on a porté pareil que ces messieurs ». D'accord ? Mais on a porté en 1 milliard de tout petits gestes, d'accord, absolument invisibles, qui génèrent une pénibilité, mais qui n'est pas une pénibilité physique, enfin visible, traditionnelle, etc. Et elles ont obtenu gain de cause. D'accord ? Donc il y a aussi un travail à faire sur c'est quoi la pénibilité. Pareil, par exemple, sur la disponibilité. Ça, c'est un mot aussi que la GRH aime beaucoup. Et la disponibilité, elle est vue au masculin. D'accord ? Mais par le fait, par exemple, d'être sans cesse interrompu dans son travail. D'accord ? C'est la réalité de la majorité des emplois à prédominance féminine. Hein. Vous faites un poste d'observation derrière une secrétaire, une assistante de service, vous allez voir. Voilà. C'est une forme de disponibilité qui n'est pas reconnue. On ne reconnaît que le fait de rester tard le soir. Je ne sais pas, d'accord ? Alors que les emplois à prédominance féminine portent une forme de disponibilité. Bref, tout un tas d'exemples. Et il est intéressant de réfléchir, justement, vous voyez, à tous ces biais pour monter véritablement une réflexion pour revaloriser les emplois à prédominance féminine qui sont caractéristiques de l'évolution des emplois. Ils sont caractéristiques, c'est-à-dire que ces grilles de classification, elles sont pas faites contre les femmes. C'est simplement qu'elles reflètent un marché du travail industriel, ouvrier, masculin, qui n'est plus le marché du travail d'aujourd'hui, d'accord ? Et dans lequel l'évolution des emplois à prédominance féminine, la tertiarisation ne se reconnaît pas, d'accord ? Il y a tout ce travail de réactualisation à faire. Je veux juste finir sur un exemple, parce qu'il y a eu un exemple qui donne la motivation, en Suisse. Parce que là, je parle du cas franco-français, hein, mais il y a plein de pays qui développent cette démarche. Hein. Le pays phare, c'est le Québec, hein, qui a fait une loi il y a 20 ans, enfin, qui a imposé à toutes les entreprises de mettre en place ce système, etc. Donc, il y a des pays très moteurs. Il y a le Québec, mais par exemple, au Portugal, ils réactualisent toutes les grilles de classification une à une avec le même système également. Enfin, bon, voilà. Mais il y a eu une lutte qui a été intéressante en Suisse. En fait, les infirmières du canton de Genève ont revendiqué l'égalité salariale en se comparant aux gendarmes du canton de Genève. D'accord ? Ok ? Alors, elles avaient le même employeur, hein, vu que c'était la collectivité locale. Et elles se sont dit, mais en fait, on veut l'égalité salariale. Et elles ont pris, pareil, le même critère. Alors, le niveau de diplôme, la responsabilité envers les personnes, la prise de risque, le règlement des conflits, les conditions de travail. Elles ont pris tout. Ça a duré 7 ans, la lutte, et elles ont obtenu gain de cause. Elles ont été réévaluées. Il y avait 2 niveaux d'écart, hein, de coefficient, donc, au niveau des gendarmes. D'accord ? Voilà, donc ça, voilà, il y a des exemples collectifs où voilà, ça fonctionne. Donc, voilà, alors, je ne suis pas rentrée dans des éléments techniques, ça peut être très compliqué, ça peut être un peu pénible. Néanmoins, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui actuellement, il faut porter. Il faut porter, parce que je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation sur le sujet à avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que cette façon de réfléchir l'égalité de salaire, elle est très complémentaire aux approches précédentes. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a dit, vous voulez l'égalité de salaire, mesdames, faites maçon, faites ingénieur informatique. D'accord ? C'est-à-dire que l'égalité de salaire,
ça a longtemps été porté, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, sur la mixité. C'est-à-dire que l'égalité de salaire, elle passe par la mixité. Bien sûr qu'il faut la mixité. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les petites filles qui veulent être maçons puissent l'être, et que tous les petits garçons qui ont envie d'être sage-femme puissent l'être. Mais on peut ne pas avoir envie d'être maçon. Et surtout, les femmes, elles travaillent déjà. Elles sont déjà sur le marché du travail. Et qu'est-ce qu'on fait pour toutes ces femmes qui travaillent déjà? Et puis en plus, c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'on voit aussi qu'il y a des études qui montrent que même les filles qui font des écoles d'ingénieurs et qui sont la seule nana pendant des années, etc., eh bien, il y a toujours un pourcentage de ces filles-là qui finissent dans des emplois très féminisés. C'est-à-dire que le marché du travail va les remettre malgré tout sur un emploi très féminisé. Donc, c'est pas si simple. Et donc, on se dit, eh bien, en fait, il y a une approche complémentaire qui est de dire, bien sûr, la mixité. Mais il y a une autre vision, valoriser les emplois que les femmes occupent déjà, au lieu de leur demander d'en changer. D'accord? Donc, il y a ces volants-là qui est très intéressant et puis surtout qui pose la question autrement. C'est-à-dire que là, le problème, c'est pas d'être homme ou femme, c'est d'occuper un emploi qui est stigmatisé. Et donc, les hommes infirmiers suisses ont aussi bénéficié de la réévaluation de salaire. D'accord? Donc, c'est aussi une façon intéressante de poser la question. Voilà. Merci beaucoup. Merci.